Bonjour, bonjour à tous les Camerounais, bonjour chers compatriotes. Bienvenue à ce live Facebook consacré à la crise de liquidité qui secoue notre pays. Une crise de liquidité qui concerne le secteur privé, le circuit économique, qui concerne le secteur bancaire, qui concerne à la fois les liquidités internes. Bonjour Audrey Claude Bonjao. Qui concerne à la fois les liquidités dans le circuit économique en monnaie locale et en devises étrangères. Quelles sont les causes de cette crise de liquidité? Je ne parlerai pas de devises, mais de liquidité dans notre circuit économique. Quelles sont les causes profondes? Quelles sont les causes conjoncturelles, comme on peut dire en économie, si on veut parler comme en économie? Quelles sont les causes structurelles? Et quelles sont les solutions qu'on peut apporter pour essayer de juguler cette crise-là? Donc, je vous convie à un live qui va durer à peu près 2 heures. On va essayer de balayer vite. Et si on a un peu de temps, j'aimerais inviter Sandy Boston. Je ne sais pas si elle est là, pour lui donner quelques minutes. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour son courage, sa force de conviction. D'une certaine manière, elle est un peu dans la même situation que moi. Hein, ça veut dire que s'engager pour dénoncer un système qui ne marche pas, alors qu'on a soi-même des origines ou des appuis dans ce système-là. J'aimerais lui donner quelques minutes pour qu'elle puisse avec nous parler voilà, je serais les médecins généralistes, qu'est-ce que parler de la situation socio-sanitaire, la politique sanitaire dans notre pays. Voilà. Bonjour Solomon Amabo. Je vous prie de partager le live, partagez massivement dans vos amis, envoyez. Bonjour Sandy Boston. Merci d'être là. S'il te plaît, essaie de... Je ne connais pas comment ça marche les demandes, mais je pense que tu dois savoir comment ça marche. J'aimerais te donner, après la présentation, j'aimerais te donner à peu près 15 à 20 minutes pour que tu parles, que tu nous entretiennes sur la politique sanitaire dans notre pays, parce que la politique sanitaire impacte la politique économique d'un pays. Je suis heureux que tu sois connecté, donc on va pouvoir faire ça. J'espère que les dieux, la technique seront de notre côté aujourd'hui. Je vais lancer le live en mettant une chanson de Valsero. Ça vous donnera le temps de partager le live, à nos amis, de partager dans nos groupes WhatsApp, dans nos groupes Messenger pour que les gens se connectent. Bonjour Sandy Boston. Donc après la présentation, s'il te plaît, je vais te demander de venir et tu vas nous entretenir un peu sur la politique sanitaire, voilà, dans notre pays. Voilà. Ça dépend de toi. Si tu veux commencer maintenant, 10 minutes, ou bien si tu veux qu'après la présentation, tu aies à peu près plus de temps, 20 minutes pour le faire. Voilà. Chanson de Valsero, le temps pour nous de partager le live. Oui, l'argent est fini, Solomon Amabo. Oui, la guerre, oui, la guerre. Ça, il faut le dire aux Camerounais. Hein. L'impact de la guerre sur l'économie camerounaise. Je rappelle que c'est la même situation qui a fait chuter le régime de El-Béchir au Soudan, parce qu'il avait 4 fronts de guerre dans son pays, dont les 2 plus importants étaient le Sud-Soudan et le Darfour. Depuis longtemps, la communauté internationale attire l'attention de Paul Biya sur le fait qu'il y a des conflits avec Boko Haram et des conflits au nord-ouest, sud-ouest, à l'est, les 3 zones-là, et qui fait 4 régions, et que les dépenses militaires plombaient la trésorerie de l'État et surtout absorbaient toutes nos devises parce qu'il fallait acheter armes et munitions et équipements militaires. Bon, Paul Biya fait la sourde oreille comme d'habitude. Il pensait qu'il aurait éternellement des facilités qui lui permettent de s'amuser comme il veut. Il n'a pas regardé le niveau d'endettement monter. Même quand on a tiré l'attention en disant attention, on est à 54 000 $. Ils ont envoyé des gens nous combattre sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on est dans la crise. Et ce qu'ils essaient de trouver, c'est nous dire oui, mais ce n'est pas que le Cameroun, parce qu'à côté aussi au Congo, au Gabon, il y a la crise. Bon, ça n'engage que. Nous, on va essayer de faire un tout petit peu d'économie, de pédagogie, essayer d'expliquer les concepts aux Camerounais, expliquer ce que c'est qu'une crise de liquidité, expliquer ce qu'une crise de devise, parce que le Cameroun n'est pas le seul pays à l'avoir connu, expliquer les origines, expliquer les causes profondes, et voilà, ce sera un live pédagogique. Je dédie ce live au président, comme toujours, au président élu Maurice Kamto,
au cadre du parti, Alain Foguetedom, Mohamedou Yakubu, que d'autres appellent affectueusement Mohamedou Mota, Sa Majesté Biloefa, chef Ewondo, le docteur Oko, président régional du MRC pour le Sud. Je dédie aussi cela à nos alliés, entre autres Paul Eric Inge, directeur de campagne du président Maurice Kamto, Christian Pendekoka, président du mouvement AGI, conseiller stratégique du président Maurice Kamto, Albin Zonga, conseiller stratégique du président Maurice Kamto, président de la Dynamique, Michel Doki, vice-président de l'association des femmes, et plusieurs militants emprisonnés dans les prisons un peu partout au pays, pas seulement à Kondengui, mais un peu partout dans la République. Donc je leur dédie ce live. Je sais qu'ils sont victimes d'une injustice, mais ça va passer. Bonjour à Joseph Chakounte. Bonjour à Boris. Emmanuel Wafou, bonjour. Ok, merci Sandy. Après la présentation, ça marche. Bonjour à Adèle Sylvie. Bonjour à Eve Cyril. Bonjour à Flore Ali. Ben, Grégoire Ona, il est le bienvenu s'il veut assister au live ici, là. Il est le bienvenu. Bonjour à Narcisse Kokam. Bonjour à Cyril Taflo. Bonjour à Flore Ali. Oui, Grégoire Ona est le bienvenu, Flore Ali. Bonjour à Benjamin Zébazé. Tu vois que Benjamin Zébazé, là, il regarde le live. Donc, c'est pédagogique pour lui-même. Donc, Grégoire Ona, son ami de Benjamin Zébazé, ils se connaissent très bien, est le bienvenu dans le live s'il veut prendre la parole. Merci, partagez le direct s'il vous plaît, partagez massivement. Bonjour Grand Guy de Mel, bonjour Grand Guy de Ménier, bonjour Tchangé Marcel. Oui, Flo Ali, on va biper aussi Momo, mais Momo ce n'est pas quelqu'un de respectable. Bonjour Tchangé Marcel, bonjour Tambeno, bonjour Maître Dominique. Voilà, on va passer aux choses sérieuses. On va parler de la crise de liquidité qui secoue actuellement notre pays. C'est quelque chose d'assez sérieux. Je pense que les Camerounais ont été ébranlés cette semaine par le communiqué du JICAM qui a tiré la sonnette d'alarme sur la crise qui secoue notre pays. La semaine dernière, déjà, nous avions commencé cela, mais pour des raisons techniques, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Donc, on a essayé de remettre ça. On a essayé de remettre ça. Je voudrais faire une précision dans mon exposé. Ce sera en deux parties. La crise de liquidité qui secoue le Cameroun a deux compartiments. Ce n'est pas seulement la crise des devises. C'est d'abord la crise de liquide, d'argent liquide dans en francs CFA, dans nos banques même, dans le système, dans le circuit économique, qui est due au fait qu'en ce moment, l'État du Cameroun est insolvable. Nous devons avoir le courage de le dire. L'État du Cameroun est insolvable. Insolvable veut dire que l'État du Cameroun n'arrive plus à générer des ressources, des recettes budgétaires qui puissent couvrir ses dépenses. Dépenses de fonctionnement, dépenses d'investissement, payer sa dette.
Quand vous regardez la comptabilité nationale de notre pays, d'un côté, vous avez le budget, d'un côté, vous avez les recettes, d'un côté, vous avez les dépenses. Les recettes, c'est notamment les recettes budgétaires. C'est la douane, c'est les impôts, c'est l'enregistrement, c'est les droits divers. Et de l'autre côté, vous avez les dépenses d'investissement, les dépenses de fonctionnement, le règlement de la dette. En gros, voilà les grands postes. Ce qui se passe en ce moment, c'est que l'État du Cameroun ne parvient pas à couvrir ses dépenses. Il ne parvient pas à couvrir ses dépenses. Lorsque je dis dépenses, ça veut dire que l'État du Cameroun a du mal, par exemple, à payer la dette intérieure. Ça veut dire l'argent qu'il doit aux banques. Ça veut dire, bon, il a fait l'effort de payer l'argent qu'il doit sur les marchés financiers camerounais et de la bourse CEMAC. Parce que là, s'il ne paye pas ça, c'était dangereux. Ça peut engendrer des conséquences graves. Hein, ça veut dire que les titres de l'État peuvent être ce qu'on appelle default. Ça veut dire, comment on dit, John, ça veut dire que ça peut être des titres qui ne sont plus, c'est-à-dire qu'avec une signature qui est très mauvaise. C'est très dangereux. Bon, l'État a fait le fait d'honorer ses engagements, mais il ne parvient pas à payer sa dette aux entreprises. Ça veut dire les fournisseurs de l'État, les fournitures, ça peut être l'énergie électrique, ça peut être le téléphone, ça peut être les consommables dans les bureaux, etc. Il ne parvient pas à payer une partie de la dette due à ses employés, ses travailleurs. Par exemple, vous avez vu les professeurs qui sont déjà sur le terrain depuis 2 ans et qui disent qu'ils n'ont pas été payés de leur appel depuis qu'ils ont commencé à enseigner. On a vu leur mouvement. Les médecins nouvellement engagés comme fonctionnaires et affectés. L'État ne parvient pas à les payer. L'État ne parvient pas à honorer certaines créances qu'il détient dans les banques. Ça veut dire qu'il y a une crise de liquidité. J'ai souvent exposé dans mes lives précédents le fait que l'État est un acteur important de l'économie dans un pays, sinon le plus important. Hein, ça veut dire parce que d'abord, il emploie beaucoup de personnes, il fait tourner l'économie en émettant énormément de bons de commande et la politique de l'État est connectée à la politique monétaire pilotée par la Banque centrale. Bon, j'ai expliqué ça dans les lives précédents. Ce qui se passe en ce moment, c'est que l'État du Cameroun, la crise de liquidité à laquelle nous faisons face, est essentiellement une crise qui est liée à l'insolvabilité, le point de départ de la crise de liquidité interne. C'est-à-dire que le système n'a plus assez de liquidité interne, est liée à la défaillance de l'État. Ensuite, il y a la crise des devises. Donc, on va parler de ça, la crise des devises. Pourquoi il n'y a plus de devises? On est pratiquement à l'arrêt. Qu'est-ce qui nous a amené à la crise des devises? Quelles sont les mauvaises politiques qui ont été menées par l'État du Cameroun ou l'absence de politique du tout qui ont été menées, qui nous mènent là. Pour parler de la crise de liquidité, dans mon exposé, je vais parler de l'endettement public de l'État, qui est l'une des causes majeures de la crise que nous vivons en ce moment. Je vais parler du défaut de croissance économique qui est assise sur une vraie création de la valeur ajoutée et qui entraîne une augmentation, qui peut entraîner une augmentation de la masse monétaire. Je vais parler de la sous-bancarisation et de la thésaurisation dans notre économie. Les Camerounais n'ont pas confiance au système bancaire. Comment pouvons-nous la banque, c'est un métier qui repose exclusivement sur la confiance. Le gouvernement camerounais, depuis plus de 50 ans que nous sommes indépendants, n'a de cesse de cantonner les opérateurs camerounais dans la microfinance et de donner les licences de création de banques exclusivement aux étrangers, avec une arrière-pensée politique derrière. Comment est-ce qu'on peut laisser faire? Donc, ça fait que les Camerounais, en retour aussi, n'ont pas confiance au système bancaire et ne déposent pas leur argent. Ajouter à cela la sous-bancarisation, ajouter à cela la faillite d'un instrument qui permet de combattre la sous-bancarisation d'un pays. C'est notamment la banque postale. Ceux qui ont vécu en France savent de quoi je parle. Et même aux États-Unis aussi d'ailleurs, et dans tous les pays du monde. Je vais parler des conséquences des impayés de l'État sur les entreprises locales qui impactent le ratio de solvabilité des entreprises et même des banques. Je vais parler de la récession et de son impact négatif sur les banques parce que là où nous sommes là, l'État du Cameroun va faire sa propagande habituelle en disant oui, la croissance a été de 3%. Non, il n'y a plus de croissance. L'économie du Cameroun est déjà en récession. Je vais expliquer ce que c'est que la récession. Je vais parler également de la crise des devises étrangères avec ses causes et avec les solutions. Les causes, c'est notamment la crise anglophone, la marginalisation de la diaspora, le coût du pétrole, l'endettement, les investissements directs étrangers
et les changements qui sont intervenus autour de nous dus à la globalisation de l'économie, que l'État du Cameroun n'a pas pu venir ou n'a pas pu faire des réformes internes pour ajuster notre pays aux changements en cours dans le monde. Je vais parler également des solutions, les solutions notamment la balance commerciale, la balance des paiements, le compte courant, les investissements directs étrangers, les exportations, repenser l'endettement, etc., etc. On va y aller vite parce qu'il y a beaucoup de matériel à couvrir. Vraiment, ça fait beaucoup. On va y aller au pas des charges. Ouais, bonjour, Brangon Demini. Bonjour, Évariste Lénard. Bonjour, Madibo Carnot. Bonjour, Caroline Claire Yankep. Bonjour, Thierry Poigny. Bonjour, Apollinaire Fauzeux. Voilà. Bonjour, Véronique Tindo. L'une des raisons de la crise qui secoue en ce moment notre pays, l'une des principales causes, c'est l'endettement de l'État du Cameroun. La dette de l'État du Cameroun est très élevée et ceux qui peuvent regarder mon mur vont voir que j'avais posté un tableau qui montre que si on prend la loi de finances de 2018 qui est disponible sur le site du ministère de l'économie et des finances, et quand on fait les calculs avec l'endettement réel, j'ai déjà fait un live pour expliquer tout ce qu'on met à l'intérieur. Il ne s'agit pas d'additionner ce qu'on doit à la Banque mondiale et au FMI, non. J'ai expliqué tout ce qu'on met dans la dette. Quand on calcule l'endettement réel, le service réel de la dette pour l'État devrait, je dis bien devrait, être au minimum de 1000 milliards. Dans notre pays, nous savons que l'État du Cameroun fait à peu près 3 000, 3 500, disons 4 000, je vais être gentil, 4 000 milliards de recettes. Et complète avec les emprunts étrangers. Non, de recettes, hein, ça c'est ce qu'ils disent. Ça fait que si on enlève 1000 milliards, il reste 3 000 milliards, déjà l'État a les bras coupés là. Ça veut dire qu'on ampute pratiquement 25% des ressources de l'État qui doivent être consacrées au service de la dette extérieure. Seulement la dette extérieure. Je ne parle même pas encore de la dette intérieure, parce que la dette intérieure, il y a ce qu'on doit aux banques, aux entreprises, et à la Douala Stock Exchange. La dette extérieure seulement, on est déjà à 1000 milliards, dont un quart des recettes budgétaires. C'est beaucoup. C'est beaucoup parce que pendant toutes ces années qui sont arrivées, l'État du Cameroun s'est endetté massivement, soi-disant pour relancer l'économie, ce qui est louable. Mais le problème, c'est qu'il a très mal utilisé cet endettement. Cet endettement a alimenté les réseaux de corruption. Il a été massivement détourné. Il a alimenté les surfacturations sur les chantiers structurants. Et aucun de ces chantiers pratiquement n'est terminé. Et aucun n'avait été véritablement un chantier structurant. Lorsqu'on sait qu'on pouvait faire 1000 mégawatts avec 400 milliards de francs sur la main Tchoum, comment a-t-on pu dépenser 400 milliards pour aller faire 40 mégawatts à Meveli? Ça veut dire 25 fois moins. Je veux dire, il y a des choix catastrophiques qui ont été faits, ce qui fait que l'endettement et les travaux qu'on a lancés ne génèrent pas un retour sur investissement global pour notre économie. Notre économie est stagnante, il est à l'arrêt. Et c'est ce que j'avais prévenu dans un live précédent. J'avais dit, faites attention, parce qu'une fois qu'il va arriver l'heure de payer ces crédits-là, payer ces emprunts que nous avons faits à l'étranger, si l'impact des investissements ne se ressent pas sur l'économie en termes de routes, en termes de barrages, en termes de zones industrielles, en termes de grandes universités d'enseignement de la technique, des sciences médicales, en termes des infrastructures de télécommunications, en termes des infrastructures de transport d'énergie, etc. Si c'est de recherche scientifique, etc., de modernisation de l'administration, par exemple, en introduisant la e-governance, si ces infrastructures-là ne sont pas là au moment où nous devons commencer à payer pour impacter, booster l'économie, augmenter la productivité de notre économie, la conséquence immédiate sera que l'État du Cameroun va faire face à une crise. Et une fois que je dis ça, ce n'est pas parce que le Cameroun a inventé le fil à couper le beurre, c'est parce que cette situation a déjà eu lieu dans un pays qui s'appelle la Thaïlande. Et c'est cette situation qui a fait que les créanciers de la Thaïlande, qui étaient notamment à Singapour, à Hong Kong, en Taïwan, au Japon, etc., qui avaient emprunté massivement la Thaïlande. La Thaïlande a promis de faire des chantiers de grands travaux. Et parce qu'il y avait tellement de corruption avec Thaksin, le Premier ministre à l'époque, qui a enfui à l'étranger, l'économie n'a pas pu générer les ressources qui lui permettaient de rembourser. Conséquence, l'économie de la Thaïlande s'est effondrée, la monnaie s'est effondrée, la Thaïlande
les créanciers et ça il y a eu la contagion. Ça veut dire que les fonds de pension basés à Singapour avaient emprunté l'argent des retraités et en Thaïlande, la Thaïlande n'a pas les moyens, les fonds de pension ne pouvaient pas recouvrir l'argent. Il y a eu une contagion. Et ça s'est diffusé partout dans le monde. C'est ce qui a donné ce qu'on appelle la crise asiatique. Le Cameroun est à peu près dans la même situation. Du fait de la mauvaise stratégie de l'endettement, il faut le dire, l'endettement extérieur était mauvais. Il faut le dire. Oui, quelqu'un disait que Grégoire Ona est dans le live. Qu'il soit dans le live, monsieur Grégoire Ona, il faut que vous le sachiez. Vous n'avez pas la science infuse. C'est parce que vous êtes ministre depuis 20, 30 ans. Sachez-le, on s'endette très mal. S'endetter en empruntant toujours les prêts concessionnels par-ci, les prêts machin par-là, les prêts bilatéraux, les prêts. Nous devons arrêter cette façon de nous endetter. Et deuxièmement, on a passé le temps à s'endetter pour couvrir les déficits et non pas pour investir. On vous dit, bon, on va faire une route, on a emprunté 200 milliards. En fait, on utilise cet argent quand ça arrive pour régler les fonctionnaires. Ou bien pour payer une partie de la dette due peut-être à un assureur crédit. Mais la conséquence de ça, c'est que on a passé le temps à s'endetter sans impact réel sur l'économie. Et aujourd'hui, il va falloir rembourser. Quand on a augmenté l'assiette et le taux d'imposition, ça fait que l'économie est totalement paralysée. Et on le croit, je le dis. L'une des premières causes de la crise de liquidité, c'est le mauvais endettement. Deuxièmement, j'ai précisé dans un live précédent qu'il y avait des stratégies pour le gouvernement camerounais pour qu'il s'endette à l'intérieur de notre pays, en financiarisant sa dette, en s'endettant sur les marchés financiers, en faisant appel à l'épargne, pour vous qui mettez en place l'état de droit, pour vous qui limitent la corruption et pour vous qui mettent la transparence dans la gestion des affaires publiques, la e-governance, la promotion du droit interne, etc., etc. Ils ne l'ont pas fait. Résultat des coups, ils ont trouvé que la technique qui permettait au gouvernement de s'endetter sans trop rendre des comptes, c'était d'emprunter aux institutions financières internationales. Bon, ils s'arrangent avec les fonctionnaires internationaux, ils trouvent l'argent. Maintenant, il va falloir rembourser. Sauf que l'appareil productif camerounais, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'industrie, que ce soit les services, est déjà surtaxé et ne peut plus supporter qu'on ajoute encore une imposition supplémentaire. Résultat des courses, nous sommes là. Donc, je le dis encore, l'endettement est une cause majeure de la crise que nous traversons en ce moment. Ensuite, l'État du Cameroun ne parvient pas à payer normalement sa dette intérieure. J'ai regardé, avant de commencer ce live, le règlement de la dette due au marché financier, ça veut dire à la Douala Stock Exchange, à la bourse de Libreville. Bon, maintenant qu'elles ont fusionné, appelons ça la Douala Stock Exchange. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. D'ailleurs, il a fallu que la crise actuelle arrive pour que les dirigeants arrêtent de mettre leurs égos au sol et fusionnent les deux bourses pour qu'on aille vite. Alors qu'ils ont passé plus de 10 ans à se chamailler sur est-ce que le siège sera à Libreville ou sera à Douala. Bon, finalement, il arrive à Douala. Je précise que l'État du Cameroun a régulièrement réglé sa dette sur les marchés financiers. Mais qu'en est-il des dettes dues dans les banques et dans les compagnies, dans les entreprises privées camerounaises? Cette dette n'a pas été payée par l'État du Cameroun. Cette dette n'est pas payée. Je n'invente rien. Vous pouvez faire un sondage auprès des prestataires de services camerounais qui travaillent pour l'État. Vous pouvez regarder la dette de Cameco, par exemple. Est-ce que l'État a déjà réglé la dette de Cameco? Les gens à qui doit le carburant, les gens qui ont fait du catering, les aéroports de Douala, etc. L'État du Cameroun a ça de dettes chez Cameco. Les factures des fonctionnaires qui voyagent en utilisant Cameco reviennent. L'État du Cameroun n'a pas réglé ça. L'argent que l'État doit à ASONEL, l'argent que l'État doit à la Camtel, l'État n'a pas payé. L'État ne règle pas ces entreprises. Du coup, ces entreprises n'ont pas de liquidité pour fonctionner. Ça veut dire financer les investissements, couvrir leurs charges d'exploitation, distribuer les dividendes aux actionnaires, après, si tant qu'ils ont des actionnaires, ils ne parviennent pas. Donc, à partir du moment où l'État ne règle pas ses impayés, ces entreprises aussi qui fonctionnent en prenant des concours bancaires sous forme de découvert, sous forme de prêt, sous forme de lettres de crédit, etc., elles aussi ne peuvent pas payer les banques. Le résultat de course, ça crée un effet d'assèchement des liquidités dans les banques. C'est-à-dire que parce que l'État ne règle pas ces entreprises prestataires qui elles-mêmes fonctionnent avec les concours des banques, elles aussi ne peuvent pas rembourser les banques et ça diminue le niveau de liquidité dans les banques. Voilà.
Donc, ça met à mal la solvabilité des banques. Ça impacte le ratio de solvabilité des banques. Donc, ça diminue la possibilité des banques de pouvoir faire le crédit. J'ai reçu une attaque en règle, en charge d'un militant de Cabral Libye. Permettez-moi de boire un peu. J'ai reçu une attaque en bonne et due forme d'un militant de Cabral Libye qui s'appelle Elvis Soné, qui m'a dit que je ne savais pas lier un compte d'exploitation et j'avais la prétention de pouvoir faire des lives Facebook. Je pardonne à ce cabri parce que c'est un cabri. Donc, un cabri, ça ne réfléchit pas trop après. Je voudrais lui dire une chose. Je réexplique ce que j'ai expliqué précédemment. Dans le bilan d'une banque, les dépôts de la clientèle dans une banque, c'est une dette pour la banque. Quand vous déposez votre argent à la banque, ce n'est pas l'argent de la banque. C'est une dette. En fait, la banque vous emprunte. Il y a des pays au monde, je pourrais faire des recherches et lui donner, ou quand vous déposez l'argent à la banque rémunère vos dépôts parce qu'elle prend votre argent. Pas... Et la banque, il y a des pays au monde, la banque rémunère les dépôts des gens. Les dépôts que vous faites dans une banque, c'est une dette. C'est une dette. Je dis ça et je disais ça pour expliquer le fait que si l'économie du Cameroun entre en récession, et là il est déjà en récession, sauf que l'État n'a pas encore déclaré officiellement la récession, que notre économie est en récession. Si l'économie du Cameroun est en récession, non, voilà, il est de retour, Elvis Soné. Il dit que la crise des liquidités ne peut être la seule chose des prêts internationaux. Mais qui a dit ça? J'ai donné un ensemble de points. J'ai dit que les prêts internationaux sont entre autres une des causes. Et je vais excuser les autres. J'ai dit une chose. J'ai expliqué comment est-ce qu'aux États-Unis, on est parti de la récession à la crise des liquidités. Je ne vais pas revenir dessus. Ceux qui veulent peuvent regarder mon live précédent. Ou si vous voulez, je peux expliquer. Ça va me prendre peut-être 2 ou 3 minutes. Aux États-Unis, ce qui a créé la crise, c'est que vous avez aux États-Unis l'un des grands marchés dans lesquels les banques investissent, c'est le marché de l'immobilier. Parce qu'aux États-Unis, le financement de l'immobilier se fait de la façon suivante. Les promoteurs immobiliers construisent, empruntent chez les banques pour aller construire ou empruntent chez les banques et même l'État leur donne des facilités pour construire massivement des logements. Une fois qu'ils ont construit des logements, ils peuvent les revendre à des particuliers. Ils les revendent à des particuliers. Le particulier, vous vous présentez chez un promoteur immobilier, vous dites, je vais acheter cette maison. On dit, c'est 400 000 $, soit 200 millions de francs CFA pour la propriété, par exemple, là. Et on dit, voilà, vous signez, vous amenez un down payment qui est, par exemple, c'est-à-dire qu'un down payment, un apport initial qui est peut-être de 50 000 $, il reste 350 000 $ et on fait les calculs avec les intérêts, vous allez payer peut-être en 20 ans. Mais vous n'êtes pas propriétaire de la maison. Le propriétaire de la maison, c'est la banque. Donc, la banque vous prête les 350 000 $, garde par devers lui, prend en hypothèque le titre de propriété et vous, tous les mois, vous payez votre mortgage. Vous versez un peu d'argent, un peu d'argent. Vous payez jusqu'à temps que les 20 ans arrivent, la banque vous remet votre titre de propriété. Voilà. Donc, quand la banque vous emprunte de l'argent, un concours bancaire, ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, et c'est ce que le Elvis Soné, qui bavarde fort, il croit que ça se passe comme au Cameroun. Aux États-Unis, ça ne se passe pas comme au Cameroun. Parce que quand la banque vous emprunte de l'argent aux États-Unis pour payer votre maison, votre prêt est transformé en un produit qu'on appelle Asset-Backed Security. Donc, c'est un instrument financier. Security, c'est un actif. Asset, back, ça veut dire garantie par la maison. Je ne vais pas expliquer les mécanismes ici parce que c'est des choses que nous faisons tous les jours, même à partir de la maison. Asset-backed security. Donc, on convertit ça en un produit qu'on appelle Asset-backed security. Et ce produit est revendu à 2 personnes, soit à Fannie Mae, soit à Freddie Mac, qui sont des agences fédérales, soit à d'autres banques ou institutions financières. Et ça devient des actifs, assets, et c'est inscrit au bilan des banques. Elles les achètent, c'est des produits financiers. Elles investissent dedans. Ça permet de réinjecter la liquidité dans les banques. C'est-à-dire que si une banque avait 100 milliards et qu'elle a injecté dans l'immobilier, elle convertit en asset-backed security. Elle revend
Donc, elle se refinance, elle récupère la liquidité pour relancer encore. Et pour que le système fonctionne, il faudrait que vous payiez vos mortgages tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, les banques détenaient ces asset-backed security. Les banques détenaient d'autres, des mortgages, des hypothèques sur des immeubles dont elles avaient donné des crédits. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque les ménages qui avaient emprunté pour acheter ces maisons étaient défauts, donc ne pouvaient pas payer, ça a dégradé la note des asset-backed security, donc ces produits-là, et ça a fait baisser leur valeur. Ça a déséquilibré le bilan des banques qui se sont retrouvés avec des actifs qui étaient en dessous de la valeur d'achat. Elvis Sonné, si tu es comptable, quand un actif est en dessous de la valeur d'achat sur certains actifs, qu'est-ce qu'on fait pour que la comptabilité reflète? On passe des provisions. On passe des provisions, monsieur. On passe des provisions. Si vous achetez un stock de marchandises de 10 millions de francs et vous vous rendez compte en fin d'année que votre stock de marchandises, il y a des produits à l'intérieur où vous avez acheté 15 jours après, vous vous rendez compte que vous avez 15 jours avant la clôture de votre exercice, vous vous rendez compte qu'il y a des produits là-dedans qui sont défaillants, vous estimez la valeur de la défaillance, vous passez les provisions. Les banques ont donc passé des provisions. Et quand vous passez des provisions, bon, ce serait très long à expliquer ici. Quand on ressort le tableau de financement des banques, les provisions diminuent la liquidité. Les banques se sont retrouvées donc avec des fonds propres qui étaient en baisse, donc ne pouvaient plus honorer leurs engagements. Quand Barack Obama a été élu, une des parties de son recovery plan, ce qu'on a appelé le paquet stimulus, c'était notamment de recapitaliser Freddie Mac et Fannie Mae et de faire ce qu'on appelle le quantitative easing. Le quantitative easing servait à acheter massivement les prêts. Le quantitative easing, mettez les cœurs, oui, mettez les cœurs s'il vous plaît. Le quantitative easing servait à racheter massivement les asset-backed security. Et Freddie Mac et Fannie Mae ont racheté tous les mortgages qu'il y avait dans les banques. Ça a permis d'injecter la liquidité et le système est reparti. C'est ce que j'ai expliqué à M. Elvis Sonné là. Et je lui dis ça bien pour que ça entre bien dans sa tête. Hein? Que ça entre bien dans sa tête. Et qui ne vienne plus me dire, je ne sais pas où il sort, que je ne connais pas lire un compte d'exploitation. Il sort d'où lui? Voilà. Donc, quand je transpose ça à notre pays, nous sommes à peu près dans la même situation. Ça veut dire que le danger qui nous guette aujourd'hui, c'est que à partir du moment où il y a une crise de liquidité, ce qui va se passer rapidement, c'est que certains actifs, notamment les actifs, les immobilisations, les immeubles, etc., vont perdre leur valeur. Parce que c'est des actifs qui sont essentiellement spéculatifs. Si vous avez un immeuble à Bonanjo et qu'on vient installer une décharge d'ordures à côté de votre immeuble, l'immeuble perd sa valeur. Parce qu'il va avoir envie de venir l'endroit n'a plus. Mais si vous avez un immeuble à Bonanjo et qu'on vient installer un centre commercial à côté de votre immeuble, la valeur triple. De la même manière, quand l'économie est en récession, les premiers actifs qui subissent, c'est les actifs immobilisés, les immobilisations. Ils perdent leur valeur. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fin d'exercice, les banques font venir des experts et les réévaluent. Quand les banques les réévaluent, donc, ils prennent généralement, la valeur est en dessous de la valeur. C'est-à-dire que si la banque a pris le titre foncier de quelqu'un et dit, bon, voilà, pour ce titre foncier, c'est généralement pour ça que les banques se donnent une marge de sécurité. Vous dites souvent, oh, mais je suis allé à la banque, ma maison vaut 100 millions, mais le gars, il me dit qu'il me prête seulement 50 millions. C'est parce qu'il sait que la valeur de ton immeuble peut baisser. Donc, quand il te donne 50 millions de francs, c'est parce qu'il se dit, si la valeur baisse, si ça baisse jusqu'à 50 millions, je n'ai pas à passer des provisions. Maintenant, s'il a pris ton immeuble qui vaut 100 millions, il t'a donné 80 millions, et qu'on réévalue ton immeuble parce qu'il y a la crise, et on dit, voilà, si on devait vendre maintenant, là, vraiment, on vendait à 60 millions, il est obligé de passer 20 millions de provisions. Et les 20 millions de provisions, quand tu vas faire des calculs, ça diminue sa capacité d'emprunt, son ratio de solvabilité, donc ça diminue sa capacité d'emprunt selon les ratios de Bâle. Donc, c'est un danger. Je dis ça parce que je dis ça à l'attention des gens qui travaillent au ministère des Finances. Ils doivent comprendre, dans une situation comme celle-là, parce qu'eux, ils nous ostracisent en disant, ouais, la diaspora, c'est ceci, c'est cela. On leur dit que faites attention.
Quand les hommes d'affaires disent déjà il y a crise de liquidité, on risque de dépasser. Bientôt, ce qui va se passer, c'est que des gens comme les Grégoire on vont venir dire que non, c'est un complot des Bamileke et des Nordistes contre Paul Biya pour le renverser, etc. Non. Ce qui se passe, c'est que les banques vont passer des provisions. Quand elles vont passer des provisions, ça va diminuer leur capacité d'emprunt. Et quand ça diminue leur capacité d'emprunt, ça veut dire qu'il y a moins de crédit dans l'économie. Il y a moins de concours sous forme de découvert, sous forme de lettres de crédit, sous forme de facilité à moyen à court terme. Résultat des coûts, ça s'impacte rapidement sur l'investissement et la consommation. Par exemple, la rentrée scolaire qui arrive bientôt, si les banques donnaient 300 milliards pour donner les crédits rentrée scolaire, elles vont en donner 100. Ça veut dire qu'il y a les familles qui n'auront pas 200 milliards. Ça aura un impact. Ça veut dire que les gens qui vendent les fournitures auront des stocks qui n'auront des invendus. Ils ne pourront pas payer des impôts. Et ça crée un cycle. Et ça installe la crise économique. On passe de la crise financière à la crise économique. Donc, pour éviter ça, l'État doit injecter la liquidité dans le circuit très rapidement. Si l'État du Cameroun s'endettait à l'intérieur et financiarisait sa dette, il aurait racheté les actifs et ça aurait injecté la liquidité. Comme il ne s'endette pas à l'intérieur, qu'il s'endette essentiellement à l'extérieur, ce que nous n'avons cessé de dénoncer, je ne connais pas quelle est la solution qu'il va utiliser, sinon que d'aller négocier à l'extérieur avec la communauté internationale. Or, Paul Biya en difficulté avec la communauté internationale, qui lui demande de résoudre la crise anglophone, de dialoguer avec Maurice Kamto qui a gagné les élections, mais dont il a fait un hold-up parce qu'il a l'armée et l'appareil d'État. Il faut qu'il s'asseye. Il ne peut pas. C'est lui qui a choisi de s'endetter à l'extérieur. C'est lui qui doit assumer l'endettement à l'extérieur. Voilà, j'explique les choses techniquement. C'est un live pédagogique, ce n'est pas un live pour insulter. On explique les choses techniquement. Ça veut dire que la crise qui est en ce moment, elle est encore à l'étape financière. Si l'État ne prend pas certaines mesures, on va arriver rapidement à une crise économique. Quand je dis crise économique, ça veut dire que les Camerounais, moi j'étais encore tout petit dans les années 86, mais les Camerounais qui étaient déjà âgés, moi je ne sais pas, j'étais un pour ça, mais les Camerounais qui étaient déjà avec un certain âge savent ce qui s'est passé. Ce qu'on appelait vraiment la crise économique qui nous a frappés. Donc, pour éviter cette crise, il faut rapidement recapitaliser le secteur bancaire, etc., trouver une solution pour la dette de l'État, etc., donc, comme transformer les obligations. Bon, on va en reparler de toute façon. J'ai parlé de la récession. Autre chose, je parle de la thésaurisation. La thésaurisation et la sous-bancarisation dans notre pays. L'une des raisons qui fait que nous allons avoir une crise, un défaut de liquidité dans le secteur économique, c'est que les Camerounais n'ont pas confiance au système bancaire camerounais. C'est un système bancaire qui est essentiellement contrôlé par les banques étrangères. Essentiellement contrôlé par les banques étrangères. Ouf, il raconte des histoires. Le même Elvis Sonné, il raconte des histoires. Ce n'est pas ton niveau, Elvis Sonné. Je pense que là, tu viens de démontrer que ce n'est pas ton niveau. Il faut qu'on passe à autre chose. Je réexplique. La thésaurisation et la sous-bancarisation. L'une des raisons qui fait qu'il y a moins de... Les Camerounais n'ont pas confiance. Vraiment, je vis aux États-Unis. Aux États-Unis, les banques sont majoritairement des banques détenues par les Américains. Vous avez ce qu'on appelle des crédits unions, c'est-à-dire des microfinances, qui évoluent seulement dans les États. Vous avez des state banks, ça veut dire que c'est des banques qui évoluent seulement dans l'État où elles sont. Ces banques-là ne vont même pas à la banque centrale. Elles sont couvertes par l'État local, par les ressources de l'État local. Et vous avez des national banks. Ce sont ces banques-là qui vont se refinancer à la Réserve fédérale. Les crédits unions et les state banks se refinancent sur les marchés financiers avec la garantie des États locaux. Et les national banks, ça veut dire que US Bank, Chase Bank, ça veut dire que qui traversent les États, elles se refinancent auprès de la banque centrale et sur les marchés financiers. Et vous avez les international banks, US Bank, Chase Bank, Citibank, etc., qui se refinancent au-delà des marchés financiers américains. Ça veut dire à Londres, à Singapour, à Paris, à Francfort, etc. Ce qui se passe dans notre pays, c'est qu'on est dans un système très dangereux. Très dangereux. Les Camerounais ne font pas. C'est-à-dire que le gouvernement camerounais veut nous dire qu'il veut bâtir une économie prospère, mais en confiant les leviers de la quai, en confiant les clés du coffre-fort à des étrangers. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, mon cher Paul Biya. Ça ne peut pas marcher.
Pendant 37 ans que Paul Biya exerçait le pouvoir, il n'a cessé de donner des licences pour ouvrir des banques exclusivement aux étrangers qui viennent s'installer chez nous. Regardez vous-même combien de banques camerounaises nous avons. Prenez des pays comme la Côte d'Ivoire. Est-ce que le gouvernement camerounais a eu le souci de fabriquer des champions nationaux dans la banque? Paul Biya aurait dû, en 30 ans, s'il avait fabriqué un champion national dans la banque et la finance par an, en 37 ans, il aurait au moins fabriqué 30 grands groupes bancaires. Il n'y a pas eu de politique. Le métier de la banque est dominé dans notre pays complètement par les banques étrangères. Et ça n'existe pas un pays au monde où les banques étrangères viennent faire de la banque pour développer les PME, PMI et TPME, les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries, les très petites et moyennes entreprises, les très petites et moyennes industries. Surtout quand l'État n'a pas mis en place de politique comme au temps d'Aïd, où on avait le FONADER, où on avait le FOGAP, etc. Ça n'existe pas. Donc, ces banques étrangères viennent essentiellement se cantonnent à l'import-export. Ça veut dire donner des crédits de campagne pour le cacao, le café, le coton, etc. Et donner les lettres de crédit pour ceux qui veulent importer. C'est tout ce qu'elles font. Elles n'ont pas de stratégie pour financer nos industries locales et faire créer la valeur ajoutée. Elles n'ont pas de stratégie pour financer notre agriculture locale, une agriculture industrielle de masse qui permet de réduire les coûts et d'augmenter la productivité des rendements agricoles. Elles n'ont pas de stratégie. Donc, ça ne peut pas développer notre économie. Et ça, il faut le dire. Il est temps qu'on le dise. Et c'est ce que le président Maurice Kamto a cessé de dire pendant la campagne électorale. En martelant, en répétant, en expliquant, en faisant les plateaux, en martelant ça. Mais ce n'est pas rentré dans la tête des gens. Ils sont restés cantonnés dans le tribalisme. Oh, c'est un Bamileke, c'est les Bamileke qui veulent le pouvoir. Comme si un Camerounais ne peut plus parler des problèmes du Cameroun sans qu'on l'étiquette à cause de son appartenance ethnique. Ça ne marchera pas. Les banques étrangères, UBA ne vient. UBA est là pour développer le Nigeria, pas pour développer le Cameroun. Les actifs de UBA au Cameroun sont comptabilisés au Nigeria et pas au Cameroun. C'est une banque nigériane. Il est temps pour que la liquidité revienne dans le circuit économique, qu'on sorte les Camerounais du ghetto où on les a mis, qu'on appelle la microfinance, et qu'on leur donne massivement des licences pour créer des banques. Ça peut être des banques coopératives. On peut transformer les microfinances. Moi, je travaille avec le président Maurice Kamto. Et dans les propositions qu'on lui avait faites pour lancer le secteur bancaire, on lui avait dit, président, il faut mettre de l'argent sur la table. Pour que l'État finance l'audit des établissements de microfinance. C'est l'État qui doit mettre de l'argent sur la table. 10 milliards pour financer l'audit de tous les établissements de microfinance, pour essayer de ressortir les actifs sains et séparer les actifs sains des actifs, des actifs compromis. Et essayer de les faire fusionner parce qu'elles sont très petites. Essayer de les faire fusionner déjà et trouver un partenaire étranger sous forme de fonds d'investissement, sous forme de fonds de pension, sous forme de banque étrangère qui apporte un partenariat technique, l'assistance technique ou tout ce que vous voulez et créer un centre de formation des locaux au métier de la banque. Ça peut être dans l'université catholique, ça peut être l'université de Douala, ça peut être l'université des montagnes. Et pour donner les ressources humaines et structurer déjà la microfinance pour ressortir de là un certain nombre de banques. Les donner au moins le statut de banque coopérative, comme vous avez le crédit mutuel en France, comme vous avez le crédit agricole. Ça devient des caisses de crédit coopératif. À partir du moment où vous avez ça, attention à ceux qui mettent les têtes de mort. À partir du moment où vous avez ça, vous avez des gens qui, vous arrivez à créer un pool de banques comme ça aurait permis à l'État du Cameroun, dans les travaux que nous avons fait au professeur Maurice Kamto, de sortir au moins tout de suite une bonne dizaine de banques camerounaises, des banques commerciales, en leur donnant le statut de banque coopérative. Tout de suite, on transformait une centaine ou 100, 120 micro, on en a 400 dans notre pays. 150 établissements de microfinance sortaient de la microfinance et entraient dans le domaine de la banque. On prenait les actifs sains, on les fusionnait, on leur donnait le truc et elles pouvaient se refinancer à la banque centrale. Elles pouvaient participer au marché interbancaire, ça veut dire les prêts que les banques se font entre eux, et elles pouvaient commencer à emprunter à la bourse régionale des valeurs mobilières de Douala avec la garantie de l'État. À partir de ce moment, ces banques-là, que ce soit les crédits du Sahel, que ce soit etc., introduiraient de la vraie concurrence dans le secteur bancaire au Cameroun. Les taux d'intérêt baisseraient, la compétition serait rude et les banques étrangères commenceraient à faire autre chose que ce qu'elles font là, à financer l'import-export. Et nous avions proposé au professeur Maurice Kamto d'autres choses.
création d'un fonds de garantie, des prêts sur les immobilisations, etc., défiscalisation du crédit bail, plein de choses. Donc, l'État du Cameroun doit mettre en place une politique qui permette aux Camerounais d'accéder très facilement à la profession de banquier. Ça, c'est le premier point. Sortir les Camerounais du ghetto de la microfinance. Deuxième point, restructurer la microfinance. Restructurer la microfinance, la voie royale, c'est de mettre en place le fédéralisme. Parce que dans les pays comme ici aux États-Unis, les établissements de microfinance peuvent se refinancer sur les marchés financiers et sont couverts par leurs États locaux. Parce qu'elles font tourner l'économie locale essentiellement. Or, chez nous, les établissements de microfinance n'ont pas de refinancement possible. Elles dépendent de l'épargne qu'elles collectent. Elles dépensent 7% pour collecter l'épargne et elles sont obligées, et quand elles mettent leurs charges d'exploitation et autres, elles sont obligées de donner des crédits à 50% par an. Ce qui est impossible pour un opérateur économique de prendre un crédit à 50% et de bâtir une activité commerciale viable. Donc, il faut reformer ça. L'État ne l'a pas fait. Autre point qui permettait de réduire la sous-bancarisation, c'est la banque postale. Ceux qui ont vécu en France comme moi savent très bien que quand vous arrivez en France, où est-ce qu'on commence à ouvrir le compte bancaire? C'est la poste. Parce que la poste a des bureaux partout dans les quartiers, en proximité. C'est soutenu et supporté par l'État. Donc, ça permet aux gens de commencer déjà à ouvrir les comptes très tôt. Donc, de mettre leur argent dans le circuit bancaire formel. Or, chez nous, l'argent dort dans les matelas. À partir du moment où l'argent dort dans les matelas, quand il y a crise de trésorerie, l'État est en difficulté parce que les gens ont l'argent dans leur matelas au quartier ou dans leur maison au quartier, ils ne déposent pas ça à la banque. Ça fait problème. Et quand bien même les gens déposaient l'argent à la banque, les banques seraient en surliquidité, ce qui est encore dangereux parce qu'elles ne peuvent pas rémunérer l'épargne. Vous voyez, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. L'État du Cameroun n'a pas pris des mesures pour augmenter le taux de bancarisation. Il n'a jamais mené de politique pour augmenter le taux de bancarisation. L'urbanisation des villes, par exemple. Le fait qu'on sache où les gens ont leur adresse. Vous empruntez l'argent au Cameroun à quelqu'un, il est situé où? Vous ne pouvez pas savoir. Si du jour au lendemain, il dormait dans une chambre quelque part et il change de ville, il s'en va, que faites-vous? Il y a des mesures comme ça que l'État devait prendre, qui n'a pas prise. Ça fait problème. La thésaurisation, ça veut dire que les gens gardent l'argent chez eux, ils ne déposent pas dans les banques. Parce que l'État, ils n'ont pas confiance au système bancaire. C'est des banques étrangères qui ne leur ressemblent pas. Les décideurs de ces banques, ce n'est pas eux. Généralement, les banques étrangères arrivent, ils mettent un Camerounais PCA. Mais PCA, c'est que le jour où le conseil d'administration se réunit. Mais dans ceux qui font les décisions de day-to-day management de la banque, il n'y a pas ces gens-là. Et résultat des coûts, ça pénalise nos banques. Ouais, ça pénalise nos banques. Donc, il y a des mesures comme ça que l'État du Cameroun devait prendre, qui n'a pas pris, qui font que, à l'intérieur du pays, l'endettement, le défaut de croissance économique. Par exemple, j'ai expliqué la dernière fois, autre point, il n'y a pas une vraie croissance économique. Il faut qu'on arrête de dire aux Camerounais, oh, la croissance a été de 5%. Ça, c'est ce que l'État raconte. C'est archi faux. Je peux le démontrer sur un tableau noir. C'est archi faux de dire qu'il y a une croissance de 5%. Ce n'est pas une croissance. La croissance dans un pays, elle repose sur la croissance, la production industrielle. Quelle est la production industrielle du Cameroun? Moi, quand quelqu'un veut débattre de la croissance avec moi, je commence à lui poser la question, quelle est la croissance industrielle? De une année 2017, par exemple, à 2018, de combien a augmenté la production industrielle du Cameroun? Personne ne peut me dire. De l'année 2017 à 2018, de combien a augmenté la croissance, la production agricole du Cameroun? Or, quand vous regardez aujourd'hui, avec la crise anglophone, qui peut me dire que la production agricole du Cameroun a augmenté? Avec la crise de Boko Haram, dans les systèmes où on fait le coton, qui peut me dire que la production agricole du Cameroun a augmenté? Dans la zone anglophone, où on fait le cacao, où on fait la banane, où on fait l'EVA, où on fait le plantain, où on fait les ananas, qui peut me dire que la production agricole du Cameroun a augmenté? Qui peut me dire? La croissance, là, c'est quoi? Il ne suffit pas de dire on a lancé mes vélés et on additionne le supplément de chiffre d'affaires que ça a fait. Sans parler de l'endettement qui est derrière. On additionne ça, on dit la croissance a été de temps. On envoie ça au FMI, à la Banque mondiale.
eux aussi ils publient ça comme ça, mais par derrière, ils ont d'autres rapports qui disent ça, c'est des histoires. Ce n'est pas ça la croissance. J'ai expliqué quelque chose. Dans un pays, dans une économie, il y a une corrélation très concomitante entre la croissance économique et l'augmentation de la masse monétaire. Simplement parce que la monnaie est créée à partir du néant. J'ai pris l'exemple. Quand vous allez dans une banque, vous voulez dédouaner votre conteneur. Vous venez voir votre banquier, vous dites, voilà, je veux dédouaner mon conteneur, j'ai 10 millions de francs dans mon compte bancaire, j'ai besoin d'une facilité de 15 millions de francs, mon conteneur est de 25 millions. Quand il vous permet de donner le conteneur de 25 millions, c'est parce qu'il se dit, bon, je vais vendre à 100 millions de francs. Les 15 millions de chèques qu'il vous donne là, ça ne repose sur rien. C'est fictif. C'est quand il vous donne maintenant, vous allez déposer au port, on prend, on met dans le compte, on vous signe le chèque et puis on vous libère votre conteneur. Quand vous sortez votre conteneur, vous vendez, c'est en ce moment maintenant qu'on fait ce qu'on appelle le clearing. C'est-à-dire que c'est l'argent que vous donnez qui permet d'effacer le débit dans votre compte et de créditer le compte de l'État. Or, le business spéculatif, ça veut dire les impôts export, c'est spéculatif. Le pétrole, etc., c'est rentier, c'est spéculatif. Ça ne crée aucune valeur ajoutée. Donc, ça n'impacte pas positivement l'économie. Je pense que j'ai eu expliqué ça suffisamment. À partir de ce moment, ça gêne l'État. Ça ne développe pas, ça n'entraîne pas une production de la masse monétaire. La faiblesse des marchés financiers, le niveau d'utilisation des marchés financiers pour financer l'économie productive. Tout ça, ce sont des facteurs qui pénalisent notre économie. Il n'y a pas de croissance. Mais à chaque fois que tu dis ça, bon, tu as des miliciens du parti au pouvoir qui débarquent sur les réseaux sociaux, qui t'attaquent, qu'ils soient de la diaspora ou ailleurs, qui t'attaquent fortement avec des insultes lourdes. On est obligé de se taire parfois pour ne pas avoir les mots de tête. Une fois que j'ai parlé de la crise de liquidité en monnaie locale, maintenant, quelles sont les solutions? Bah, moi, je ne suis pas là pour leur donner les solutions. Les solutions, hein, je veux dire, s'ils ont besoin du consulting, ils nous contactent et ils nous payent les honoraires, on va travailler pour eux. On va leur donner des solutions. Mais moi, je suis prêt à donner des solutions gratuitement à mon président Maurice Kamto. Parce que je lui fais confiance, je fais confiance à son leadership pour redresser notre pays de toute façon. Et je sais que lui prendra en compte les solutions. Voilà. Maintenant, j'en viens à la crise des devises. Les Camerounais ont regardé comme moi l'actualité cette semaine où le JICAM a fait une sortie du JICAM qui était une sortie